Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir pour lancer une nouvelle série de webinaires qui s'appelle « À la découverte de l'armée de terre ». Alors d'abord, je voudrais m'assurer que vous êtes là. N'hésitez pas à me dire bonjour dans le chat. Bonjour Céline, bonjour Ricardo, bonjour Jérémy, bonjour Godefroy, Gustave, Bastien, Nicolas, Yasmine, Charlotte, Amélie. Voilà, ça va trop vite. Je n'arrive pas à vous dire bonjour à tous. En tout cas, sachez qu'on est ravis de lancer ce soir cette nouvelle série de webinars à la découverte de l'armée de terre. Et on a un invité exceptionnel pour lancer au mieux cette saison. C'est le colonel John Lejuste, qui est chef de corps du 3e régiment de matériel et qui va me rejoindre dans quelques instants. Avant ça, je voulais vous redonner un petit peu les règles de ce webinaire, puisque en fait, dans la première partie, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions au colonel Lejuste, qui sera avec nous. Et dans la deuxième partie, ce sont vos questions. Donc, c'est vous qui allez pouvoir poser directement des questions dans l'onglet « Questions ». N'hésitez pas, au fur et à mesure, d'aller poser vos questions. Il y a une manière de poser vos questions pour que je puisse vous présenter au colonel John après. C'est de me dire qui vous êtes. Donc, avant de poser votre question, n'hésitez pas à me donner votre prénom, à me donner votre âge, à me dire quelle étude vous faites, dans quel domaine, à quel endroit, et suivi de votre question. Ça me permettra de donner un petit peu de contexte pour que le colonel puisse mieux vous répondre. Voilà, je vois que vous êtes encore nombreux avec nous, ça fait toujours plaisir. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de vous faire découvrir d'un petit peu plus près l'arme du matériel. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, c'est tous les sujets en lien avec la maintenance, avec la logistique. Et vous verrez que c'est un domaine qui est plutôt très dynamique, avec beaucoup de recrutement à la clé. Donc, grâce au colonel, on va avoir aussi pas mal d'informations sur le sujet. Et une deuxième chose que vous allez pouvoir découvrir, c'est que dans l'armée de terre, vous pouvez devenir officier à partir de Bac+2 et à la fin de vos études, vous allez directement avoir de grandes responsabilités managériales puisque vous commencez généralement à la tête de 30 hommes et femmes dans l'armée de terre. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez peu souvent, notamment pas vraiment dans le monde civil. Donc c'est l'occasion d'échanger tous ces sujets avec le colonel Lejuste, que je vais inviter là maintenant à nous rejoindre et qui sera avec nous dans quelques instants, le temps de se connecter. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà préparé des questions, si les questions vont venir aussi grâce à la première partie et aux questions que je vais moi poser au colonel. En attendant, il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas. Un autre sujet important, c'est que vous pouvez voter pour les questions des autres personnes. Donc moi, à la fin, je prendrai les questions qui ont le plus de votes. Donc n'hésitez pas, une fois que les premières questions sont mises, même si vous êtes un peu timide et que vous n'allez pas poser vos questions, n'hésitez pas à aller voter pour les questions des autres pour montrer celles qui vous intéressent le plus. Ça m'aidera à aller chercher les bonnes questions, celles que vous trouvez les plus pertinentes, parce que malheureusement, dans l'heure qui nous a impartie ce soir, je n'aurai sans doute pas l'occasion de répondre à 100% des questions qui seront posées. Donc, vous avez le moyen de faire la différence en allant voter pour les questions qui ont le plus de sens pour vous. Voilà. Alors, normalement, le colonel Lejuste devrait être avec moi dans une toute petite minute. C'est la magie du direct. Alors, j'en profite pour vous poser des questions en attendant que le colonel me rejoigne. Ah bah, il est là. Bonjour, colonel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Très bien aussi. Ravi de vous avoir avec nous. Ravi d'avoir la chance de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours qui est assez incroyable. Vous savez, il y a une tradition dans les webinars à la découverte 2, c'est de commencer par la carte d'identité de notre invité. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de nous prêter au jeu en vous posant quelques questions auxquelles on répond assez rapidement. Donc, la première question, c'est votre grade. Alors, je suis colonel. Votre nom. Alors, John. Votre âge. J'ai 46 ans. Vous êtes originaire d'où? Alors, géographiquement, de la Martinique. Ouais. De la Martinique. Et vous êtes dans l'armée de terre depuis? Depuis mes 20 ans, ça fait 26 ans. Waouh. Votre meilleur souvenir dans l'armée de terre, ce serait quoi?
Alors, mon meilleur souvenir, c'est un souvenir finalement assez récent. C'était le 14 juillet dernier, finalement, quand j'ai eu l'honneur de défiler à la tête de mon régiment sur les Champs-Élysées. Voilà, souvenir assez récent. En effet. Et le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face? Alors, challenge, c'est mener un débat interarmé sur les procédures en soute de notre nouvelle A400M. Voilà, trouver un modus vivendi entre l'armée de terre et l'armée de l'air à ces sujets-là. Voilà, On reviendra peut-être sur le sujet tout à l'heure si on a l'occasion. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré pour devenir soldat dans l'armée de terre? Est-ce que... Alors non, ma vocation ne vient pas de là. Alors, d'où vient-elle? C'est familial parce que mon papa était lui-même militaire, donc c'est un peu mon petit frère l'est aussi d'ailleurs. Donc c'est un peu familial. Voilà, c'est une vocation familiale. Donc j'ai suivi les traces de mon père pour faire ce métier-là. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette première partie qui était rapide, mais qui permet d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre parcours depuis quelques années maintenant dans l'armée de terre. Alors, si on revient au tout début, est-ce qu'on peut parler de comment vous êtes rentré dans l'armée de terre? Donc, vous avez été inspiré par votre papa. À quel moment vous décidez de pousser la porte d'un CIRFA pour rentrer dans l'armée de terre et comment ça se passe pour vous? Alors, je n'ai pas vraiment poussé la porte d'un CIRFA. Hein. Je suis issu à la base d'un lycée militaire. J'ai commencé ma scolarité en France métropolitaine en première, au Prytanée, à La Flèche, qui est un des lycées militaires de la Défense. J'ai ensuite bifurqué par la faculté et j'ai intégré Saint-Cyr ainsi. Voilà. Donc, avec un bac plus 2 en poche. Voilà. Je n'ai pas poussé la porte d'un CIRFA, c'était une vocation. Je suis passé par le lycée militaire. Voilà. Super. Vous terminez Saint-Cyr? Alors oui, évidemment. Qu'est-ce qui donc se passe? après, je me retrouve. Donc après, je passe le concours, j'intègre Saint-Cyr, j'y passe 3 années, je sors sous-lieutenant et puis je passe une 4e année de spécialisation dans une école d'application. Donc je choisis de servir dans l'arme du matériel. Voilà. Donc après mes 4 ans de formation, 3 ans à Saint-Cyr et 1 an à Bourges, je choisis de servir au 3e régiment du matériel à l'époque comme lieutenant. Donc le 3e régiment du matériel a déjà été en 99 ma première unité d'affectation. Voilà. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on rentre dans le détail, nous expliquer un petit peu ce que c'est l'arme du matériel, justement? Ah oui, bien sûr. Donc l'arme du matériel a pour mission d'assurer la maintenance opérationnelle des matériels terrestres. Donc pour parler simplement, les véhicules, donc qu'ils soient légers, blindés ou poids lourds. On va également s'occuper de la maintenance de matériel plus technique, comme de l'optronique, de l'optique, des équipements de transmission, par exemple. Voilà. Donc ce qu'on appelle l'électronique armement. Nous avons aussi des fonctions d'opérateur logistique. Hein, donc c'est le métier des approvisionnements. Donc fournir les pièces détachées nécessaires aux réparateurs que je viens de citer. Et puis d'autres métiers plus spécifiques comme la maintenance des parachutes. Donc ça, c'est une spécificité du 3e régiment du matériel. Donc la réparation et le pliage des parachutes. Voilà. Super. Et donc, vous sortez tout jeune de l'école. Votre première affectation? Alors, 99, été 99, 3e régiment du matériel. À l'époque, ce régiment disposait de détachement à Tarbes. Donc, j'étais lieutenant à la tête d'une trentaine de personnes globalement à Tarbes. Donc, j'avais 2 métiers. Hein. Donc, j'avais la mobilité terrestre, donc les véhicules dont je viens de parler. J'avais également en charge le soutien des armements gros calibre, donc des canons d'artillerie, puisque j'avais la charge du soutien du 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes. Voilà. Super. Donc là, vous êtes tout jeune et vous avez déjà la responsabilité de 30 personnes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qu'elles soient 30 personnes, qu'elles soient employées en métropole ou en opération extérieure, puisque jeune lieutenant, dès ma 2e année de poste, hein, je me vois détaché, enfin, je me vois projeté au Tchad, à la tête de ma section. Et l'année d'après, donc ma 3e et dernière année de lieutenant à ce poste, je pars en Bosnie-Herzégovine. Voilà. Sachant que la première année, j'ai été déployé en opération intérieure, pardon. Alors pour les plus jeunes, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais en 1999, il y a eu une très grosse tempête et les forces armées ont porté secours aux populations déjà à l'époque. Et ça a été ma première mission, donc c'était une opération intérieure en Dordogne pour moi. Voilà. Super. À l'issue de ces 3 ans dont vous venez de nous parler, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors après ces 3 ans, ben, je ne suis plus lieutenant.
je passe capitaine, puisque le passage au grade de capitaine est automatique au bout de certains temps de lieutenant. Donc je passe capitaine et je me vois donc affecté au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, en Corse, où je suis officier adjoint de la compagnie de maintenance du 2e régiment étranger de parachutistes. Donc j'y passe 2 ans comme adjoint de mon capitaine commandant de compagnie. Pendant ces 2 années, je suis projeté à Djibouti. À l'époque, la 13e demi-brigade de Légion étrangère était basée à Djibouti. Donc je me vois affecté là-bas pendant quelques mois, où je m'occupe finalement des moyens 3e dimension et marine pour les missions de la 13e DBLE. Voilà. Et puis donc 2 ans d'officier adjoint, et puis après cela, 2 ans de capitaine, donc en titre, capitaine commandant de compagnie, voilà, où j'ai en charge donc la maintenance de tous les équipements du 2e régiment étranger de parachutistes. Voilà. Est-ce que vous pouvez, un peu pour que les jeunes qui sont présents puissent s'imaginer un petit peu avec vous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien? Comment ça se passe à ce moment-là? C'est quoi votre quotidien, vous et vos hommes? Alors globalement, mon quotidien, c'est m'assurer de l'accomplissement de la mission, c'est-à-dire que mes subordonnés disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Donc, vous comprenez bien, enfin, dans l'arme du matériel, vous avez bien compris les différents métiers que je viens de vous citer. L'officier ne peut pas être spécialiste dans tous ces métiers-là, évidemment. Cependant, il doit être bien conscient des moyens nécessaires à ses subordonnés pour accomplir leur mission. Donc moi, voilà. Donc, il faut les former, il faut les monter en compétences, il faut s'assurer qu'ils disposent des infrastructures et des équipements nécessaires, donc de l'outillage par exemple, pour faire leur mission. Voilà. Et puis évidemment, ce sont des postes de parachutistes que j'occupais à l'époque, donc une grosse obligation de se maintenir en pleine forme physique, voilà, avec les qualifications liées au domaine parachutiste. Voilà. À l'issue de ce poste? Alors, à l'issue de ces 4 années à Calvi, vient le temps de préparer pour moi le concours de l'école de guerre. Donc, je me vois affecté pendant 2 ans à Tours, en école, alors non plus comme élève, mais cette fois-ci comme formateur, où j'ai la fonction de formateur logistique la première année, et la 2e année de brigadier, donc c'est-à-dire de cadre à la formation de jeunes officiers. Donc finalement, je me retrouve au poste de cadre de ce que j'étais seulement quelques années avant. Donc je me retrouve à encadrer finalement ceux qui sortent de Saint-Cyr, globalement, si je fais un calque sur mon parcours à moi. Donc voilà, je fais cela, j'ai la chance d'être admissible et admis à l'école de guerre. Et je pars donc, après ces 2 années à Tours, à Paris, à l'école militaire, où je suis mes 2 années de cours. Donc, une première année terrestre, donc avec que des camarades de l'armée de terre, et une 2e année interarmée, interservice. Voilà. Et pendant ce temps, je deviens commandant pendant ce temps-là. Après ça, alors vous après, continuez, je continue. Oui, il y a quelques années à égrener, donc je continue. c'est pas mal. Donc après mes 2 années à l'école de guerre à Paris, je suis affecté à la section technique de l'armée de terre comme officier de programme. Alors l'officier de programme, c'est celui qui est en charge de la conduite des programmes d'armement d'un certain domaine. Voilà. Alors du fait de mon passif, je me vois confier les programmes d'armement liés au domaine aéroporté. Ça veut dire que je vais conduire les programmes d'armement de la suspente à l'altimètre jusqu'au parachute, en passant par les équipements de navigation pour les commandos parachutistes. Voilà. Je fais cela pendant 2 ans. Et vous commandez combien d'hommes à cette période? Alors, à cette période-là, je ne commandais que moi-même, en fait. Je commandais surtout mes dossiers. D'accord. C'était clairement un poste j'étais clairement un homme de dossier. Alors, je n'avais pas de commandement organique. J'avais simplement entre guillemets, des collaborateurs sous-officiers et officiers très techniciens. Alors, évidemment, les officiers, pour certains, étaient plus anciens que moi. Mais bon, voilà, ça se passait très bien. Des gens très, très qualifiés dans leur domaine. J'ai fait cela pendant 2 ans. Et après ces 2 années-là, je me vois muter, donc deuxième affectation au 3e régiment du matériel, donc le régiment qui m'a vu arriver comme jeune lieutenant. Cette fois-ci, je suis chef du bureau maintenance, opération, instruction. Donc, comme son nom l'indique, j'ai en charge la mission de maintenance. J'ai également en charge tout ce qui est opération, donc préparation opérationnelle, projection. J'ai en charge l'instruction, voilà, de mes formations, instructions des subordonnés. Voilà.
Donc là, finalement, un bureau d'une cinquantaine de personnes globalement en charge de tous ces domaines-là. Voilà. J'avais également en charge tout ce qui était budget du régiment. Voilà. Donc, je fais cela pendant 2 ans. Et à l'issue de cela, je suis affecté à Bourges, donc à nouveau un passage en école, à nouveau comme formateur, où pendant 2 ans, finalement, je commande, je ne suis plus simplement instructeur, mais je commande la formation des jeunes sortis d'école, sortis de formation, des jeunes officiers sortis de formation initiale. Voilà. Je fais cela pendant 2 ans. Donc globalement, 60 élèves officiers, enfin 60 officiers élèves, pas que des Saint-Cyriens, hein, et des gens de recrutement autres, pas forcément des jeunes Saint-Cyriens directs. Je fais ça pendant 2 ans, et ma 3e année à Bourges est consacrée à de la doctrine. Voilà, donc finalement, je rédige des documents de doctrine. Il s'agit pour moi de rédiger avec mon équipe des documents qui vont régir l'emploi des unités du matériel en opération extérieure. Voilà. Quand elles sont déployées à l'étranger. Donc, je devais écrire cela. Voilà, je fais ça pendant 3 ans. Et puis, à l'issue, je reviens à Toulouse, à nouveau à la section technique de l'armée de terre. Cette fois-ci, non plus comme officier de programme, mais comme chef de groupement. Donc, je commande finalement toute l'équipe en charge de la conduite des programmes d'armement. Voilà. Donc, j'avais en charge le parachutage, j'avais en charge la livraison par air, également le parapente, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, à l'issue de ces 3 années, donc nous sommes en 2020, et je me vois confier le commandement du 3e régiment du matériel. Voilà, ce que je fais aujourd'hui depuis juin 2020. Voilà. Et c'est 1100 hommes et femmes. Alors oui, le 3e régiment du matériel, c'est globalement 1100 hommes et femmes. Alors de tout statut, hein, c'est-à-dire que vous avez dans les unités de maintenance, vous avez du personnel militaire, mais également du personnel civil. Sans rentrer dans le détail des chiffres, au 3e régiment du matériel, vous avez globalement 800 militaires et 300 civils. Voilà. Voilà. C'est incroyable quand même. C'est une belle unité qui est répartie sur 3 sites, donc 3 emprises. L'emprise de laquelle je vous parle, c'est Muret, donc en Haute-Garonne. Globalement, alors je ne vous donne pas les chiffres, mais globalement 600 personnes, voilà, sans rentrer dans le détail. J'ai une 2e emprise qui se trouve à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, globalement 300 personnes. Et puis j'ai une emprise qui se trouve à Vers, en Gironde, donc globalement 200 personnes. Voilà. Parfait. Ce qui est assez incroyable dans votre carrière, c'est que finalement, on garde cette notion de management et de gestion d'hommes et de femmes avec un nombre qui grandit au fur et à mesure, mais vous avez été vous-même aussi formateur en retournant à l'école où vous aviez vous-même été en tant que jeune. C'est des métiers qui sont assez différents au fur et à mesure. Il n'y a pas de routine, en fait. À chaque fois, vous avez des nouvelles missions, des nouvelles opportunités qui sont extrêmement riches à chaque fois. Tout à fait. Donc, il n'y a aucune routine, hein, parce que le métier, vous le faites en France, vous le faites outre-mer, vous le faites à l'étranger. Vous avez un cycle de mutation qui fait que finalement, vous êtes confronté à des subordonnés, des collaborateurs, peu importe comment on les appelle, très différents tout au long de la carrière. Il n'y a jamais de routine. Et pour reprendre vos termes, oui, je me retrouve finalement professeur, entre guillemets, dans les écoles où j'ai été élève. Bon, il y a une certaine crédibilité et puis aussi une certaine cohérence dans le parcours. C'est-à-dire que pour être chef de corps, il faut avoir été avant commandant de compagnie et il faut avoir été avant lieutenant, chef de section. Donc il y a en fait une certaine crédibilité dans le parcours qui fait qu'on ne se retrouve pas finalement, entre guillemets, hein, parachuté chef de corps. Voilà. Et justement, pour revenir à vos débuts, vous terminez l'école, vous arrivez, votre première affectation, vous gérez déjà une 30aine de personnes. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des personnes qui sont là aussi pour vous conseiller, vous aider si vous avez des questions? Il y a une proximité avec vos chefs aussi pour vous donner des conseils et vous accompagner dans ce management d'hommes et de femmes qui... Alors, tout à fait, parce que imaginez bien, vous, dans mon cas particulier, j'arrive lieutenant en unité en 1999, j'ai 24 ans. Vous imaginez bien que la plupart des gens qui sont face à vous sont soit plus vieux, soit plus anciens, soit les deux. Voilà. Donc déjà, important d'être et de rester humble vis-à-vis de ces gens. Vous avez certainement un grade plus élevé qu'eux, mais eux ont une connaissance technique et humaine, une expérience de la vie plus importante que la vôtre. Et vous n'êtes pas lâché tout seul dans la nature, hein. Vous avez vos chefs qui eux-mêmes, comme je le disais à l'instant, ont connu cette situation avant vous. Donc votre capitaine, commandant de compagnie,
son officier adjoint, vos pairs qui, eux, sont arrivés avant vous, sont là également pour vous guider, vous accompagner. Voilà. Donc non, on n'est pas lâché dans la nature. Mais c'est vrai que c'est un challenge quand même, mais c'est quelque chose à laquelle nous sommes préparés finalement. Alors chaque homme est différent, mais nous sommes globalement préparés en école à cette situation où finalement vous êtes le jeune, mais vous êtes l'homme en charge. Voilà. Super. Est-ce que vous nous avez parlé à certains moments de missions en OPEX, oui, puisque vous avez eu l'occasion de partir à plusieurs reprises. C'est le même quotidien quand on est en OPEX que quand on est non, pas du tout. En poste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe? Oui, très bien. Donc en fait, dans mon métier, finalement, dans le métier de la maintenance, finalement, les missions en métropole ou en OPEX sont globalement les mêmes. Il s'agit d'apporter du potentiel, d'apporter de la capacité technique aux unités que nous soutenons, hein, et qui, elles, sont peut-être au combat ou sur la première ligne. Donc là, il n'y a pas de changement là-dessus. Ce qui change, c'est que finalement, vous êtes dans un environnement qui vous est inconnu, environnement humain, environnement technique. Vous n'êtes pas tous les soirs à la maison, ça c'est clair. Donc les journées de travail dans l'armée de terre sont longues, c'est très bien comme ça. Mais en opération extérieure, c'est 24/24, si vous voulez. Voilà. Donc le quotidien n'est pas du tout le même. Après, vous avez la proximité avec vos subordonnés. C'est quand même c'est quand même un environnement de travail assez différent dans le sens où il n'y a jamais de coupure, on est tout le temps avec ses subordonnés. Vous voyez, donc les relations humaines s'en trouvent encore plus exacerbées, sont accrues. Voilà. Ce qui est plutôt plaisant d'ailleurs, que de connaître encore mieux ses subordonnés. Voilà. Dans des situations de stress, dans des situations de fatigue, dans des situations parfois d'insécurité. C'est ce qui met aussi du piment, on n'est pas des suicidaires évidemment, mais ça met tout de même du piment dans le quotidien. Donc oui, pour la mission technique globale, idem globalement, mais tout l'environnement très différent. Voilà. Rapport avec les populations, rapport avec les autorités locales, rapport aux adversaires finalement. Parce que parfois on a des éléments hostiles face à soi, et voilà. Donc non, pas tout à fait. Très clair. Est-ce que une préparation pour tout ça, hein, voilà. Bien sûr. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Quelque chose qui pourrait justement aider les jeunes à se placer dans votre quotidien? Alors, pas forcément aujourd'hui, ça peut être hier aussi, mais… D'accord. Alors, une anecdote, quelque chose d'assez… Oui, j'en ai plein des anecdotes. Alors, bon, il y a des anecdotes que je garde pour moi, mais oui, j'ai une petite anecdote. C'était finalement mes 25 ans. Vous voyez, je me rappelle encore de mes 25 ans. Donc, mes 25 ans, vous savez, l'opération intérieure que j'ai évoquée tout à l'heure, oui, cette tempête-là qui couche des forêts entières, qui dévaste des paysages entiers, et puis qui met en détresse des familles. Donc, ma section et moi, nous avions reçu pour mission de nous déployer, c'est ce que nous avons fait le 30 décembre, de nous déployer de sorte qu'on aide les populations. Donc, on a débroussaillé des lignes téléphoniques, des lignes électriques avec l'aide d'EDF. On a fait plein de choses comme ça. Et puis, voilà, le jour de mon anniversaire, puisque je suis du début de l'année, le jour de mon anniversaire, je prends mon véhicule tout-terrain de lieutenant, et puis je vais à une grande surface ouverte pour acheter quelques agapes pour faire profiter du jour de mon anniversaire à mes subordonnés. Nous étions dans un gymnase, et quand j'arrive dans ce gymnase, les mamans du village avaient fait des gâteaux, et les enfants du village entonnaient « Joyeux anniversaire, mon lieutenant », avec des petites bougies sur les gâteaux, et moi j'étais avec mes 2 packs de bière, tout ridicule. Voilà, donc c'est une petite anecdote rigolote, mais il y en a plein d'autres. Non, mais c'est sympa, et ça montre aussi, voilà, qu'est-ce que vous faisiez, c'était utile, et les personnes autour étaient vraiment heureuses aussi de contribuer et de vous remercier. Et c'est peut-être un des sujets en préparant, on disait aussi quand on rentrait dans le métier, et vous disiez le premier métier, c'est soldat avant tout. Et vous êtes tous soldats, quel que soit votre métier, quelles que soient vos fonctions et vos rôles et vos missions. C'est très clair. Ça, c'est très clair. Avant d'être d'un métier, entre guillemets, ou d'une fonction opérationnelle, pour parler le langage militaire, avant d'être d'une fonction opérationnelle quelconque, on est avant tout militaire. Donc, quelle que soit la voie que choisiront les jeunes qui nous suivent, il y aura une formation initiale qui les rentrera, entre guillemets, sans être péjoratif, dans le moule de ce qu'est un soldat. Donc, il y a quand même des prérequis techniques, physiques à acquérir avant de s'orienter vers un métier. Donc, dans mon cas,
Ce moule, c'était la formation initiale à Saint-Cyr. La spécialisation technique, ça a été l'année de formation supplémentaire à Bourges. Et puis, le savoir-être de soldat, finalement, on continue à l'acquérir au début de sa carrière parce que le capitaine a encore un rôle de formateur pour ces jeunes lieutenants qui arrivent dans sa compagnie. Voilà. Et puis, on essaye de transmettre après tout cela aux plus jeunes générations. C'est un peu comme dans une famille, en fait. Rien de nouveau par rapport à une famille. Quand on en est à votre grade et à votre poste, c'est quoi la suite d'une carrière dans l'armée de terre? Alors, la suite d'une carrière dans l'armée de terre, quand on est colonel et qu'on commande un régiment, eh bien, finalement, c'est le dernier poste dans une unité, c'est le dernier poste en régiment. Il y a personne au-dessus du colonel dans un régiment. Donc voilà, donc c'est le moment d'aller servir en état-major. Voilà, donc globalement, dans ma fonction opérationnelle, dans l'arme du matériel, les états-majors, ça va être Lille, ça va être Paris ou Versailles. Ou sinon, vous pouvez également aller servir en école, mais à des postes de directeur de la formation, par exemple. Voilà. Ce sont des postes d'état-major que vous allez occuper l'un puis l'autre dans les garnisons que je viens de citer. Et pour les meilleurs, l'accès au généralat. Donc les meilleurs seront dans les postes de haute direction avec les étoiles de général pour les différentes fonctions qui les attendent. Voilà. Fini le régiment. Il y avait un sujet que j'avais envie de partager avec les jeunes, c'est que vous êtes prêtés au jeu de participer à la campagne de recrutement de l'armée de terre. J'ai un petit spot dans lequel on vous voit apparaître que je vais partager et je vous propose qu'on le partage là tout de suite et que juste après, on revienne sur le message principal de ce spot et que vous puissiez nous illustrer un peu ce que ce message veut dire. Je partage mon écran. Pour vous montrer le spot. Félicitations, chef. Merci, mon colonel. Alors, l'humilité. Ah oui, bon, l'humilité, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, finalement, quand je vous disais que le jeune lieutenant arrive, finalement, est le plus gradé de sa section, mais que c'est certainement pas le plus expérimenté. Voilà. Et puis aujourd'hui, après 26 ans de carrière, rien n'a changé. Hein. Je suis évidemment le plus gradé de mon régiment, mais dans certains domaines, je suis certainement pas le plus expérimenté. Et c'est très bien comme ça. J'accepte que certains, et fort heureusement d'ailleurs, que certains soient bien meilleurs que moi dans certains domaines. Voilà. Je ne veux pas challenger le maintenancier dans son domaine. Je n'irai pas challenger le moniteur de sport dans son domaine, évidemment. Voilà, donc il faut toujours rester humble. On a toujours à apprendre de l'autre, voilà. Quelle que soit sa place dans la hiérarchie. C'est important de le garder en tête, je pense. C'était l'idée. Et du coup, vous avez pris part à cette campagne de recrutement. Vous êtes avec nous ce soir pour parler avec les jeunes. Il y a une importance aussi de mieux faire connaître vos métiers, d'expliquer ce que vous faites, les opportunités aussi dans l'armée de terre. Et donc, du coup, merci d'être avec nous. Est-ce qu'avant de prendre les questions des jeunes, parce qu'on arrive au bout des 30 premières minutes, il y a un dernier message que vous vouliez leur passer avant de répondre à leurs questions? Alors, sans faire le sergent recruteur, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Ça a été une carrière riche, passionnante. J'ai croisé des gens incroyables. On ne garde que les bons souvenirs, mais les mauvais ne sont pas du tout nombreux. J'ai croisé des gens incroyables et c'est une richesse humaine, à mon avis, sans comparaison. Voilà. Alors, je vous propose qu'on se lance dans les questions directement dans le dur. Donc, je vais prendre les questions les plus votées des jeunes. Et c'est donc Ricardo, qui est étudiant à la faculté de Nanterre en lettres, qui pose une question qui va amener le débat. Et au moins, on va rentrer directement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'armée de terre et pas une autre armée? Qu'est-ce que l'armée de terre a de spécial? Alors, en toute franchise et transparence, ma génération, c'est la génération Top Gun. Hein. Il y avait un film comme quand même. tous les jeunes, pardon? Il y avait un film quand même. Oui, mais écoutez, c'était la génération Top Gun là où finalement on était beaucoup à être intéressé par l'armée de l'air.
et par le métier spécifique de pilote de chasse. Voilà. Bon, moi, écoutez, c'était pas ça. Moi, j'étais plutôt fan armée de terre et en particulier parachutiste. Voilà. Alors moi, j'étais plus dans le mythe, entre guillemets, parce que ouais, quand on est jeune, on est bercé par des mythes. J'étais plutôt dans le mythe de la Légion étrangère. D'ailleurs, vous devez apercevoir derrière moi mon fanion Oui. de commandant de compagnie. J'ai finalement réussi à cocher la case de ce rêve de l'époque. Mais voilà, l'armée de terre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'armée de terre, c'est une armée de masse où finalement, vous allez vivre avec vos subordonnés. C'est plus une armée. Alors, je ne suis pas du tout, attention, je ne suis pas du tout en train de faire des comparatifs et de dénigrer mes camarades des autres armées. C'est pas du tout ça l'idée. Je vous dis simplement comment je vois mon milieu aujourd'hui. Mon milieu, je le vois comme un milieu de masse où tout le monde vit ensemble. Le colonel ou le jeune sont sur le même terrain et connaissent les mêmes vicissitudes du terrain. Dans mon métier de parachutiste, on saute tous par la même porte, on porte tous le même parachute. Voilà. Alors, ce n'est pas un métier de technicien où vous avez finalement une certaine hiérarchisation en fonction du métier. On fait tous pareil. Alors, je me trompe certainement. Mes camarades de l'armée de l'air et de l'espace ou de la marine nationale diront que je me trompe. Mais c'est mon ressenti. Voilà, c'est ça, c'est C'était la question. D'être ensemble autour du feu, autour du bivouac le soir, dans ces grands espaces. Enfin, grands espaces. Là, ils auraient à m'en apprendre, mes camarades, sur les grands espaces. Mais voilà, mais sur le terrain, ensemble. Voilà, c'est peut-être voilà, c'est mon idée de la chose. Voilà. Parfait, merci. Thomas, qui est étudiant en master d'ingénierie d'affaires industrielles à l'ESTA à Belfort, nous demande, après un bac+5, que conseillez-vous comme cursus d'officier si on souhaite partir un maximum en OPEX et bouger sur le terrain? Est-ce qu'il y a une arme qui permet plus d'aller en OPEX et de bouger sur le terrain avec un bac+5 en tant qu'officier? Alors, avec un bac+5, vous pourrez être officier sur titre ou officier sous contrat. Vous êtes déjà bien avancé dans les études là. Alors maintenant, pour répondre à la deuxième question de l'arme, ben, finalement, je pense que toutes les fonctions opérationnelles concourent au succès. Il n'y a pas une arme qui soit capable de travailler seule. Voilà. Alors, dans l'imaginaire, on va penser que les armes de mêlée sont plus projetées que les autres. Alors, je précise, les armes de mêlée, c'est l'infanterie et la cavalerie. On pourrait penser de prime abord que ces armes sont plus projetées que les autres, mais quand je regarde de toute projection de certains de mes spécialistes, finalement, on est projeté au moins autant. Voilà. Considérant que toutes les armes doivent participer à la manœuvre, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y ait une arme qui soit privilégiée par rapport à l'autre de ce point de vue-là. Voilà. Tout le monde participe. Super. On a une question de Laura, qui a 22 ans, qui est étudiante en Master 1 en école de commerce à Rennes. Elle demande, pensez-vous qu'il est plus facile d'évoluer professionnellement au sein de l'armée de terre qu'ailleurs? Et est-ce que ce serait plus difficile quand on est une femme? Donc, est-ce qu'on évolue plus vite dans l'armée de terre que j'imagine, même de manière générale, dans le civil? Et est-ce que le fait d'être une femme rend ça plus difficile ou pas? Non, non et non. Alors, l'armée de terre, en fait, si vous voulez, tous les thèmes liés à la mixité et à l'égalité ne sont pas vraiment des sujets, en tout cas de mon point de vue. Aujourd'hui, si vous me demandez le taux de féminisation de mon régiment, je peux le trouver, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, entre guillemets. Parce que finalement, à toujours vouloir chiffrer ce genre de choses, on se rend compte que finalement, on ne progresse pas. Voilà. Pour moi, un homme et une femme, pareil. Pareil. Aucune différenciation. Donc, les abacs, les pas dans la carrière sont strictement les mêmes pour un homme ou pour une femme. Alors maintenant, de savoir si c'est plus facile dans l'armée de terre ou ailleurs, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les autres. Bon, j'écoute bien les infos, hein, je suis citoyen comme vous, mais dans l'armée de terre, en tout cas, les progressions de carrière sont strictement les mêmes qu'on soit un homme ou une femme. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ceux qui en doutent sont sévèrement réprimés, parce que en plus, c'est illégal. Voilà. Bon, bah, mesdames, vous savez que la voie est ouverte et qu'il n'y a pas de problème. Là-dessus, je suis très clair. Ouais. Alors, on a une question de Godefroy qui a 20 ans, qui est en 3e année de bachelor, responsable des ressources humaines au CESI de Nanterre. Il vous demande, bonsoir mon colonel, pensez-vous que la voie des officiers sous contrat
peut être réellement vu comme un parcours de carrière ou faut-il voir cet engagement comme une première expérience? Il demande en fait si Les deux. on peut devenir colonel, voire même général. Est-ce que c'est envisageable? Alors moi, je réponds les deux. C'est-à-dire que l'officier sous contrat qui souhaite faire de son premier contrat une première expérience avant de rebondir sur autre chose dans le monde civil et de faire valoir cette expérience dans son curriculum vitae, c'est son choix. Il peut le faire. L'officier sous contrat qui a le potentiel et qui en a la volonté peut poursuivre. Et comme les officiers des autres recrutements, aujourd'hui, il est autorisé à concourir à l'école de guerre. S'il réussit, il est automatiquement intégré et embrasse, entre guillemets, le cursus que j'ai connu moi comme étant lauréat de l'école de guerre. Donc la réponse est oui, vous pouvez en faire une première expérience. La réponse est oui, si vous en avez le potentiel, que vous vous en donnez les moyens, eh ben, vous pouvez poursuivre une carrière jusqu'au potentiel que votre âge vous permet. Charlotte, qui a 20 ans et qui étudie à l'Université Lumière à Lyon 2, vous demande si vous avez reçu un conseil qui vous a particulièrement marqué lors de votre carrière et que vous aimeriez à votre tour transmettre à un jeune aujourd'hui. Ben, restez vous-même, en fait. C'est-à-dire que quel que soit, évidemment, hein, tout en respectant, il faut respecter la forme, hein, parce que vous savez, je ne vais pas vous inventer, je ne vais pas vous mentir, hein, le milieu militaire est un milieu qui reste formaliste, et c'est normal, parce que quand vous demandez à vos subordonnés de faire des choses où ils mettent leur intégrité en péril, voilà, forcément c'est formel, on ne discute pas forcément les ordres, c'est plutôt mal vu d'ailleurs. Donc restez vous-même. Restez vous-même tout en conservant la forme, le respect dû à vos subordonnés et le respect dû à vos supérieurs. Mais ne mettez pas de masque, parce que le masque tombe un jour ou l'autre. Voilà. C'est un conseil que je vous donne, parce que je suis colonel, mais aussi parce que je suis plus vieux que vous. Hein, parce que c'est vrai aussi dans la vraie vie. C'est très vrai. On a beaucoup de jeunes femmes avec nous ce soir. On a Céline, qui est étudiante au lycée Nicolas Brémonti à Bordeaux, qui a 2 questions pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de collaborer avec des armées d'autres pays? Et si oui, dans quel cadre? Alors oui, alors je vais essayer de ne pas trop raconter de choses qui ne vous intéressent pas forcément. La réponse est oui. Bon, alors vous savez que la France est membre de l'OTAN, que dans ce cadre, nous devons chercher à être interopérables avec nos armées alliées, parce qu'en cas d'engagement, on travaille pas seul, on travaille avec les pays alliés, donc avec leurs armées. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, quand on descend dans une certaine granularité, les fonctions opérationnelles doivent pouvoir parler et interopérer avec leurs confrères d'autres armées étrangères. Donc la réponse est oui. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail. Mais oui, évidemment, on cherche à interopérer nos procédures, mais également à rendre interopérables nos équipements. Voilà, nos équipements. On a Jérémy, qui est un ingénieur à Airbus à Toulouse, qui demande s'il y a une réelle aide pour les couples militaires mariés de 2 armes différentes vis-à-vis des mutations, des OPEX et du rapprochement familial. Alors, pour les OPEX, je ne vois pas bien la question, parce que quand on est déployé en OPEX, il y a un besoin, donc on ne va pas chercher à faire du rapprochement familial en OPEX. Je ne vois pas bien le truc là. Cependant, pour la vie en métropole, enfin la vie en France, la réponse est oui. Hein. La réponse est oui. Donc les DRH, enfin les directions des ressources humaines des différentes armées se parlent pour au mieux tenter d'avoir les couples mutés en même temps ou avec un décalage qui soit le plus faible possible. Voilà. Il faut tout de même qu'il y ait des postes ouverts et des besoins pour muter le conjoint ou la conjointe. Voilà. Mais dans la mesure du possible, les gens sont mutés ensemble ou avec, comme je disais, un décalage pas trop important. Mais c'est pris en compte. Hein, c'est pris en compte. Ce sont des mesures qui existent, bien sûr. Ouais. Super. En OPEX, non, je ne vois pas le truc, l'OPEX. Là, ouais. On a Yasmine, qui est étudiante à Sciences Po Paris en licence. Elle demande si vous aviez un a priori qui concernait l'armée de terre qui s'est démenti par la suite. Alors, c'est joker parce que, comme je vous le disais, mon père était déjà militaire dans l'armée de terre. Donc, sans connaître parfaitement ce qu'était l'armée de terre, a priori négatif, non.
Alors, des choses que l'on découvre en marchant, en progressant Oui. dans la carrière, oui. On découvre que finalement, dans l'armée de terre, vous avez des gens qui sont comment dire, hyper formés, hyper pointus dans certains domaines, des choses auxquelles vous ne pensez pas vraiment quand vous êtes un jeune Français qui regarde l'armée de terre. Voilà, vous avez des ingénieurs, vous avez des ergonomes, vous avez voilà, vous avez des gens qui sont appelés à servir dans les think tanks. Enfin voilà, vous avez des gens qui sont hyper câblés, hyper spécialisés. Je parlais de mes techniciens, de mes subordonnés techniciens. Je suis souvent bluffé par leur technicité. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas vraiment, parce qu'il faut quand même dire que l'armée de terre cherchant à recruter dans ses clips, finalement, on va plutôt montrer quelqu'un qui fait un roulé-boulé, qui tire, qui fait des parcours d'obstacles. Elle ne va pas vous montrer un colonel en train de gratter un livre de doctrine, vous voyez le truc. Donc oui, voilà, c'est des choses que j'ai découvertes, mais là, ce n'était pas vraiment des a priori. Super. Laura, qui a 22 ans et qui est étudiante en école de commerce, en Master 1, demande de quelle manière vous prépare-t-on à manager autant d'hommes aussi jeunes après votre formation? N'était-ce pas trop difficile? Alors, on en a un petit peu parlé Alors, tout à l'heure de l'aide que vous receviez, mais la ouais, préparation quand vous êtes encore à l'école, comment ça se ouais, passe? tout à fait. Donc en fait, nous avons des cours liés au commandement. Alors on pourrait appeler ça du management, hein, mais du commandement. Donc des, des professeurs hein, qui vous font part de leur expérience, des cours sur la ressource humaine, des cours sur la gestion de carrière, des mises en situation avec des cas concrets, ce qu'on appelle chez nous des troupes de manœuvre, c'est-à-dire des unités réelles constituées qui viennent avec leur chef, qui sont du grade que vous aurez quand vous serez affecté pour la première fois dans votre unité et qui mettent à disposition leur unité pour vous entraîner. Voilà, donc des cours, des petites opérations tactiques comme ça, vous êtes confronté au commandement. Également des stages en unité opérationnelle où vous êtes affecté. Alors, à l'époque, quand j'étais à Saint-Cyr, j'étais affecté comme aspirant. Donc l'aspirant, c'est le grade en dessous de sous-lieutenant, c'est le premier grade d'officier. Qui est un grade qui est peu utilisé. Aujourd'hui, les Saint-Cyriens sont sergents ou maréchaux des logis. C'est le premier grade de sous-officier. Donc, ils sont vraiment avec la troupe en cadre de contact et ils peuvent voir les choses de l'intérieur. Alors que moi, à mon époque, on était directement officier. Vous voyez. Toutes ces petites choses-là, les troupes mises à disposition, les stages en immersion, les cours de RH, de management, etc., les cours d'éthique, voilà, toutes ces choses-là vous mettent dans de bonnes prédispositions pour commander sitôt autant de personnes. Maintenant, la deuxième question, est-ce que c'est difficile? La réponse est non. La réponse est non. Parce que je pense que nous sommes bien formés, je pense que nous sommes bien accompagnés. Et comme je vous le disais, si vous êtes humble et à l'écoute, les gens vous aideront d'autant plus. C'est sûr que si vous arrivez devant vos 30 premiers subordonnés en vous prenant pour celui qui sort de la cuisse de Jupiter, vous imaginez bien que vous allez être reçu fraîchement. Voilà. Donc de l'humilité, de l'écoute. Et franchement, vous êtes, comme je disais, hein, l'objectif, c'est d'avoir le résultat escompté. C'est un peu une famille, l'armée de terre. Donc voilà, vous serez bien reçu. Colonel, quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Alors, vous m'avez déjà posé la question. J'ai posé la question, mais Yasmine la repose. Alors, je me demande s'il n'y a pas… Je vous dis, ma carrière est pétrie de bons souvenirs. Si c'était à refaire, je referais la même. Mais maintenant, comme ça, plus fraîchement, j'ai ce 14 juillet, hein, le 14 juillet dernier, où j'ai eu cet immense honneur de défiler à la tête de mon régiment sur les Champs-Élysées, devant les Français, retransmis à la télévision, devant le président de la République, chef des armées. Bon, vous bombez le torse, forcément. Ma famille était là, donc voilà. Donc, c'est une énorme fierté. Ça, c'était une énorme fierté et très bon souvenir. Alors, beaucoup d'entraînement avant, pour un court moment, mais très grande fierté et excellent souvenir. Voilà. Il y en a certainement d'autres, mais il faudrait que je cherche. Il y en a plein. Il y en a plein. Bastien, qui est un jeune en terminale générale, qui a envie de faire une classe prépa grande école ECG et après devenir officier dans l'armée de terre en tant qu'officier spécialiste finance et pilotage de performance. Alors, un, il demande si vous avez des conseils sur ce qu'il faut faire. Et deux, il demande est-ce que le concours pour Saint-Cyr est vraiment dur? Alors, je vois que votre invité a des idées très claires sur ce qu'il veut faire. Oui, il a Très fait bien. ses recherches.
Ouais, alors Saint-Cyr, le concours est dur, je ne sais pas, chacun. C'est un concours en fait. Donc, par définition, il est dur en fonction de nos adversaires, entre guillemets, des autres candidats. Le concours de Saint-Cyr, quand je l'ai passé, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait trois voies. Une voie scientifique, une voie économie et une voie lettres. Donc, lui, ce sera plutôt les sciences, a priori. Non, je ne crois pas que le concours soit difficile. Hein, je pense pas, non, je pense pas. Je pense qu'il est abordable. Le taux de sélection, je ne l'ai pas en tête, donc il faudrait demander à des spécialistes là, parce que je pense que c'est le meilleur indicateur, le taux de sélection, nombre de candidats, ce nombre de reçus. Voilà, non, c'est pas un concours qui me semblait inabordable. Super, Voilà. merci. Et oui, ça serait la bonne école, évidemment. On a Chiara qui est en terminale au lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine. Quelles sont les qualités attendues pour exercer ce métier? Le vôtre, soldat. Oui, bien sûr. Alors, le sens du service, donc le sens de l'autre, hein, parce que c'est vraiment un métier où on est vraiment tourné vers l'autre. Donc, vous imaginez bien que on est dans un métier où, en fonction de l'endroit où vous êtes déployé, des circonstances, des ordres reçus, vous pouvez y rester finalement. C'est un métier où nous portons les armes de la France et où nous sommes prêts à finalement à donner et à recevoir la mort. Voilà. Donc, c'est une certaine abnégation, un très gros sens du service. Voilà. Ça, c'est quelque chose. La pugnacité, la ténacité. Voilà. Et l'envie de se dépasser, mais pas que pour soi, pour les autres aussi. Voilà. Et puis quelque chose qui est assez important, je pense, alors je vous dis ça je réfléchis tout en parlant, c'est voilà, c'est le sens du groupe, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est vraiment un sport collectif. Alors, en parlant de sport, Chiara a rajouté une deuxième question. Elle voulait savoir si vous aviez un entraînement sportif particulier qui est lié à votre statut de militaire. Oui, bien sûr. Alors justement, comme vous le disiez, je reprends vos mots, la condition physique fait partie du statut du militaire. Le militaire se doit d'avoir une condition physique qui doit correspondre à certains standards qui sont établis. Voilà. Donc oui, l'entraînement physique est obligatoire. Oui, il est suivi. Oui, nous avons des standards et des épreuves à satisfaire. Voilà. Et puis certaines fonctions, on demande un peu plus. Voilà. Donc les gens qui font de la montagne sont entraînés spécifiquement. Les parachutistes ont un entraînement spécifique. Voilà, ça dépend des métiers, mais il y a vraiment un socle pour tous où nous devons effectivement avoir une condition physique correcte. Oui, bien sûr. On a Justine qui dit « Mes respects, mon colonel, donc elle est en 4e année d'école d'ingénieur, elle est en alternance à la SNCF et elle est également réserviste au 19e régiment. Elle demande « Est-ce qu'un officier va sur le terrain ?» parce qu'elle envisage d'aller à Saint-Cyr après ses études d'ingénieur, mais elle veut absolument avoir du terrain. Oui, alors la vie d'un officier, enfin la vie d'un soldat, c'est un peu comme partout, c'est-à-dire que quand vous êtes lieutenant, vous êtes au contact de vos hommes et vous êtes avec eux sur le terrain tout le temps. Quand vous êtes capitaine, vous êtes un peu plus loin, un peu moins. Quand vous êtes colonel, encore un peu moins. Donc vous devenez finalement, vous grimpez les échelons de direction et vous êtes de plus en plus sollicité pour des problèmes liés à la ressource humaine, à la chancellerie, à la gestion des carrières, de plus en plus de réunions, etc., etc. Donc la réponse à la question, c'est que finalement les choses sont bien faites. Quand vous avez la pleine patate, votre pleine capacité physique, et finalement vous êtes sur le terrain très souvent. Et puis vieillissant et prenant du recul, vous vous retrouvez plus près des centres de décision et évidemment moins souvent sur le terrain. Voilà. Mais moi, colonel, j'y vais encore sur le terrain, bien sûr. Non, j'espère du coup, Justine, que ça te motivera à continuer dans ce sens-là. On a Jonas qui a 26 ans, qui est en Master 2 à Neoma Business School, qui me dit, pour une section du matériel, quelle est la répartition temporelle entre les missions pro-terre et les missions de maintenance pure? Ok. Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, en fait, finalement, à grands traits,
la moitié du temps est consacrée à la maintenance pure, pour reprendre ces mots, hein, et l'autre moitié du temps sera consacrée à l'entraînement technique, tactique, la formation technique, tout ce qui est sport, enfin tous les, comment dire, tout ce qui fait la vie d'un militaire en fait. Et le métier technique pur au quartier, globalement 50% du temps, voilà, globalement, à grands traits. Merci. On a Augustin qui a 19 ans, qui fait un IUT gestion logistique et transport à Chalon-sur-Saône. Il demande si vous pouvez nous parler de la place de la réserve opérationnelle de l'armée de terre et de sa place dans votre régiment. D'accord. Donc en fait, alors la réserve a une place qui tend à croître. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, je ne vais pas révéler de secret, hein, puisque c'est de l'information ouverte. Aujourd'hui, les armées françaises se repréparent à un conflit symétrique. Hein, puisque vous regardez l'actualité comme moi, vous voyez qu'il y a des nations qui réaffirment leur puissance, etc. Donc la France se reprépare à des combats symétriques. Vous imaginez que si les unités d'actives sont déployées, les unités de réserve pourraient entre autres, hein, servir à la préservation du territoire national. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue politique global, ce à quoi pourrait servir la réserve opérationnelle et pourquoi aujourd'hui elle tient une place capitale dans les armées. Dans mon régiment, je dispose de deux types de réservistes opérationnels. Je dispose de compléments individuels. Donc, ce sont des gens qui ont une expertise développée alors qu'ils étaient d'actifs, qui sont partis dans le monde civil et que j'emploie comme réservistes sur des postes techniques précis. Voilà. Et puis, à côté de ces compléments individuels, j'ai mon unité d'intervention et de réserve, donc ma compagnie. J'ai une compagnie de réserve au régiment, où finalement, ce sont des gens qui, avec un capitaine à sa tête, un officier adjoint, des chefs de section, des sous-officiers, des soldats, voilà, font des métiers plutôt pro-terre. Donc, ils vont participer à Sentinelle, par exemple, les gens que vous voyez. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'unités d'actifs, mais il y a également des unités de réserve qui participent à Sentinelle. Voilà. Ils sont formés, ils ont tous les prérequis nécessaires pour faire cela. Ils vont également, par petits modules ou tout petits modules, pouvoir fournir quelques personnels en OPEX. Ils ne partiront pas constitués ou groupés en OPEX, mais pourront fournir quelques personnes en OPEX. Voilà, faire des missions de garde, de surveillance, d'alerte. Voilà. J'ai globalement 200 réservistes dans mon régiment. 200 globalement, ouais. En plus des 1100. Très très clair. Alors j'essaye de voir les questions parce que ce sera sans doute la dernière que je vais prendre au vu du temps. Oui. Alors, j'essaye de prendre des personnes qui nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils font. Alors, c'est une question qui est très pour vous, parce qu'on va parler justement de l'arme du matériel. Donc, c'est Jonas qui souhaite s'engager dans les forces armées à l'issue de son parcours. Il hésite entre le matériel, le train et le SIO. Ou le SEO, je ne sais pas si on pense à la même chose. Pouvez-vous m'expliquer de façon très factuelle quelle est la différence entre ces trois choix lorsqu'on est un jeune lieutenant? Alors, le SEO, je ne vois pas bien. Le SEO, peut-être? Peut-être. Ouais. Alors, le matériel, comme je l'ai dit, c'est la maintenance, de la maintenance. Voilà. Le train, c'est du mouvement. Voilà. Donc, en fait, vous avez le monde de la logistique avec des sous-fonctions logistiques. La maintenance est une fonction logistique, assurer le maintien en conditions opérationnelles, voilà, réparer, maintenir, réparer. Et le train, son principal métier, il ne fait pas que ça, c'est déplacer de la ressource. Ce sont plutôt des flux. Voilà. Le SEO, c'est un service interarmé qui va s'occuper de l'approvisionnement en énergie. Voilà. Donc, principalement de l'essence, finalement. Voilà. Donc, finalement, le lieutenant, dans ces trois armes, enfin, dans ces trois fonctions opérationnelles, va être confronté à chaque fois à des populations de gens plutôt techniciens
et avec un taux d'encadrement plutôt élevé. Voilà, ce sont des métiers très techniques, donc beaucoup plus de cadres que dans des armes comme l'infanterie ou la cavalerie, et des gens plutôt anciens, expérimentés, avec un gros bagage technique. Voilà. Dans les premières années, finalement, je ne suis pas... Alors, évidemment que dans le matériel, je ne vais pas faire la pub pour ma boutique, c'est trop facile, mais dans les premières années, finalement, la différence existera, mais ne sera pas marquante. C'est peut-être plus tard dans la carrière où la différenciation se fera. Voilà. Mais globalement, pour répondre à la question, un jeune lieutenant, il s'y retrouvera. Est-ce que quand vous êtes en école, à Saint-Cyr, notamment dans votre cas, on vous explique les différentes armes et on vous laisse l'opportunité justement de vous aider à choisir comment se fait le choix et comment se font les éléments qui vont vous permettre justement de faire ce choix? Alors déjà, vous regardez vos chefs parce que les cadres en école viennent de ces différentes armes. Voilà. Donc vous avez l'occasion pendant votre formation de les observer, de les interroger. Vous avez des stages, comme je l'ai dit, dans différentes formations, et puis les élèves parlent entre eux sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils y ont vécu. Et puis vous avez des journées où les fonctions opérationnelles viennent à Saint-Cyr, enfin viennent à Couët-Quidan, présenter leurs spécificités. Voilà. Donc là, ce sont non pas les élèves qui vont vers les futurs métiers, mais les futurs métiers qui viennent vers les élèves. Voilà. Donc vous avez en 3 ans bien le temps de poser des bonnes questions, d'être confronté aux gens et de vous renseigner. Voilà. Ensuite, pour répondre à votre question, comment le choix se fait? Le choix se fait au classement, en fait. Vous avez différentes matières, différents blocs académiques ou techniques sur le terrain, par exemple. Et le choix se fait au classement, suite aux examens, comme une école, comme une grande école. Voilà. Parfait. Merci infiniment, colonel, pour le temps que vous avez passé avec nous et pour vous être prêté au jeu des questions-réponses Avec plaisir. avec nos jeunes. Je m'excuse pour tous ceux dont je n'ai pas pu prendre les questions, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous avez la possibilité d'aller échanger avec des officiers de l'armée de terre sur Major Blessings. Ils sont nombreux, ils représentent différents postes. Ils vont vous parler de leurs différentes missions. Donc, n'hésitez pas à aller poursuivre les échanges avec eux pour les interroger directement sur leur poste, sur les questions que vous avez pour vous aider à y voir plus clair et vous aiguiller dans vos choix pour rejoindre l'armée de terre. N'hésitez pas à aller pousser la porte des CIRFA, à aller sur s'engager.fr pour avoir toutes les informations aussi qui peuvent répondre à vos questions et vous aider à vous projeter dans l'armée de terre. Je vais vous laisser le mot de la fin, colonel. Juste avant ça, moi, je vais vous donner un rendez-vous en 2022 parce qu'on aura d'autres épisodes à la découverte de l'armée de terre où on mettra en avant d'autres officiers qui vont venir témoigner, comme le colonel ce soir, répondre à vos questions et vous aider à vous projeter plus facilement sur les différents métiers et les différentes armes de l'armée de terre. Colonel, le mot de la fin est à vous. Écoutez, pour tous les jeunes qui nous ont suivis là, pendant ces quelques minutes, donc faites le bon choix. Le choix que vous vous apprêtez à faire, je l'ai fait moi en 1995. C'est à refaire, je referai exactement la même chose. J'ai connu des moments très forts et j'ai croisé des gens incroyables dans des missions et des endroits que je n'aurais certainement pas vus ou imaginé voir si je n'avais pas fait cette carrière. Voilà. L'aventure. Génial. Et ben, on va rester sur ce mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir été très nombreux avec nous encore ce soir. Il y aura un replay qui sera disponible demain. Donc, n'hésitez pas à le partager si vous avez aussi des amis qui sont intéressés sur ces sujets et qui seraient ravis de découvrir le parcours assez incroyable du colonel. Et puis, on vous dit à très vite pour un deuxième épisode. Et puis, n'hésitez pas à aller échanger avec les autres officiers de l'armée de terre sur Major Blessings. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.